Les derniers jours d'octobre 2003 furent marqués par de fortes pluies sur les ruines situées aux abords de Mexico. Après les orages, le sol près du plus ancien temple du complexe s'ouvrit. Un étroit gouffre d'à peine 1 mètre de large apparut au pied du temple du serpent à plumes. Sergio Gómez Chavez, archéologue à l'Institut national mexicain, y projeta la lumière d'une lampe torche et n'y vit que ténèbres. Il s'attacha alors une corde autour de la taille et ses collègues le descendirent sous terre. Il se retrouva au fond d'un puits parfaitement cylindrique dans un tunnel artificiel délibérément obstrué de part et d'autre par d'immenses pierres. Quelqu'un avait scellé ce passage il y a environ 1800 ans. La question qui allait occuper les 20 années suivantes était simple. Qu'est-ce qui valait la peine d'être caché si longtemps? Nous sommes à Teotihuacan et quelque chose au cœur même du site a été construit pour être enfoui. Pour comprendre ce que Gómez avait découvert dans l'obscurité, il faut d'abord se tenir à la surface et saisir l'immensité du lieu. Teotihuacan était, à son apogée vers l'an 400, la plus grande ville des Amériques et l'une des plus vastes au monde. Jusqu'à 200 000 personnes y vivaient, entassées dans un plan urbain quadrillé qui s'étendait sur quelques 20 km² des hauts plateaux mexicains. Ce n'était pas un village qui s'est développé par hasard. Sa construction était planifiée. Une unique et immense chaussée, longue de plus de 4 km, traverse le cœur de la ville, bordée de temples et ancrée à chaque extrémité par une montagne de pierres. Toute la ville est délibérément inclinée d'environ 15 degrés vers l'est par rapport au nord, alignée sur un élément du paysage ou du ciel qui avait une importance particulière pour ses bâtisseurs. Ils ont érigé des pyramides qui reprenaient les silhouettes des montagnes environnantes. Ils ont inventé une technique de construction, un système de dalles de pierre inclinées qui allait se répandre en Mésoamérique pendant 1000 ans. Et voici un fait qui devrait vous interpeller. Nous ignorons qui étaient ces gens, comment ils se nommaient, quelle langue ils parlaient et quel nom ils donnèrent à la plus grande cité de leur monde. Ils ont laissé des monuments qui éclipsent presque tout ce qui les entoure sans laisser la moindre trace de leur bâtisseur. Tous les noms que vous avez entendus pour ce lieu sont des emprunts. Teotihuacan, l'avenue des morts, la pyramide du soleil, la pyramide de la lune, tous ces noms ne furent pas donnés par les bâtisseurs, mais par les Aztèques, arrivés 1000 ans plus tard et découvrant une cité déjà silencieuse, déjà antique, déjà vidée de ses habitants. Imaginez la signification de cette distance. Lorsque les Aztèques arpentèrent ces avenues, eux-mêmes maîtres d'un puissant empire, cette cité leur parut aussi ancienne et aussi étrange qu'un château médiéval l'est pour nous. Ils contemplèrent les pyramides et les temples en ruine et ne purent concevoir que de simples hommes les avaient construits. Ils en conclurent donc que les dieux en étaient les bâtisseurs. Ils la nommèrent Teotihuacan, un mot qui en est venu à signifier le lieu où les hommes deviennent des dieux, ou le berceau des dieux, et ils traitèrent cette métropole désertée comme un lieu sacré, effectuant des pèlerinages pour vénérer des ruines dont la véritable histoire était déjà perdue. C'est sur ce fondement étrange que repose tout le reste de cette histoire. La plus grande cité antique des Amériques appartient à un peuple sans nom, un peuple dont on ne se souvient qu'à travers les récits d'une civilisation venue bien après eux et qui ne les comprenait pas mieux que nous. Mais les Aztèques n'ont jamais vu la part la plus profonde de ce que ces bâtisses ont laissé derrière eux, car les véritables secrets de Teotihuacan ne se trouvaient pas sur les places publiques. Ils étaient enfouis sous terre. Cachés dans l'obscurité, les bâtisseurs choisirent de creuser en premier. Le premier de ces secrets fut révélé en 1971, et ce fut par hasard. Des ouvriers installaient un spectacle son et lumière à la pyramide du Soleil, la plus grande structure de la cité et l'une des plus grandes jamais érigées dans les Amériques anciennes, lorsqu'ils mirent au jour une fosse scellée au pied de son escalier. Un archéologue du nom d'Ernesto Taboada descendit enquêter. Ce qu'il découvrit sous la pyramide bouleversa toutes les connaissances des érudits sur son emplacement. Des décennies auparavant, le chercheur René Milon avait déjà soupçonné la présence d'une cavité sous cette montagne de pierre.
Désormais, cette intuition se confirmait. Un tunnel s'enfonçait à plus de 100 mètres sous terre, depuis la fosse, en direction du cœur même de la pyramide. À son extrémité, le passage débouchait sur une chambre sculptée en forme de trèfle à 4 feuilles, 4 lobes rayonnant d'une pointe unique, presque directement sous le sommet. Puis vint le détail qui changea tout. La pyramide avait été alignée sur cette cavité dès la pose de la première pierre. L'axe du plus grand temple de la cité était orienté vers cette cavité, ce qui signifie que la cavité n'était pas une découverte ultérieure, ni un sous-sol creusé après coup. La cavité existait déjà avant la pyramide. Celle-ci fut délibérément construite par-dessus pour l'abriter. On érigea la 3e plus grande pyramide du monde pour marquer un vide dans le sol. Pour comprendre les motivations de ceux qui auraient agi ainsi, il faut saisir la signification des grottes pour les peuples du Mexique ancien. Ici, nous ne pouvons que décrire leurs croyances, sans les confirmer. C'était, dans la vision du monde mésoaméricain documenté, les grottes étaient des lieux d'émergence. Elles étaient le ventre maternel d'où les premiers humains auraient émergé vers la lumière et simultanément la porte des enfers, le passage obscur par lequel les morts quittaient le monde des vivants. Une grotte était une porte ouverte sur 2 directions à la fois, vers la naissance et vers la mort. Construire son temple le plus sacré au-dessus d'une grotte revenait à implanter sa cité à l'endroit précis où ces 2 forces se rejoignaient. Mais l'honnêteté impose une pause, car l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Lorsque les archéologues ont finalement atteint cette chambre en forme de trèfle, elle était pratiquement vide. Tout ce qu'elle avait contenu avait été pillé ou détruit dans l'Antiquité, bien avant que quiconque ne s'y aventure. Pendant des années, on a cru que la grotte était naturelle, un tunnel de lave que les bâtisseurs avaient simplement exploité. Bien qu'une étude plus approfondie ait révélé qu'elle avait été fortement façonnée par des outils humains, l'intérieur de la pyramide du Soleil n'a, même aujourd'hui, jamais été entièrement fouillé. Pendant 30 ans, cette grotte vide est restée le grand secret enfoui de Teotihuacan. Puis, les pluies de 2003 en ont ouvert une seconde, et contrairement à la première, celle-ci était encore scellée et pleine. Revenons maintenant au tunnel dans lequel Sergio Gómez est tombé et au temple qui le surplombe, car ce temple n'est pas un monument anodin. Le temple du serpent à plumes est plus petit que les grandes pyramides, mais c'est la structure la plus richement sculptée de la cité. Sa façade est ornée de têtes de serpents en pierre, et lorsque des archéologues ont fouillé sous ses marches dans les décennies précédant l'arrivée de Gómez, ils ont découvert quelque chose qui assombrit tout le reste de cette histoire. Les chercheurs Saburo Sugiyama et Rubén Cabrera ont mis au jour des fosses communes creusées dans les fondations de la pyramide. Des dizaines de personnes, dont beaucoup vêtues en guerriers, les mains liées dans le dos, ont été enterrées vivantes ou tuées pour consacrer l'édifice lors de son érection. Plus d'une centaine de corps gisaient en rang serré sous la pierre. L'endroit est empreint de terreur. Le temple qui garde le tunnel scellé fut fondé sur des sacrifices humains. Le tunnel lui-même était obstrué par des décombres si compacts que nul ne pouvait y pénétrer. Aussi, les premiers explorateurs envoyés n'étaient-ils pas des humains? Un robot nommé Tlaloc-2 s'avança dans l'obscurité, précédant les archéologues, tandis qu'un drone plus petit s'enfonçait encore plus profondément, cartographiant ce que les corps humains ne pouvaient encore atteindre. À la surface, le géophysicien Victor Velasco Herrera et son équipe de l'Université nationale scrutaient le sol à l'aide d'un radar à pénétration de sol, révélant les formes dissimulées sous terre sans perturber le moindre grain de terre. Leurs relevés tracèrent un passage d'une centaine à une centaine et demie de mètres de long, d'une profondeur de 12 à 18 mètres, aboutissant à un ensemble de 3 chambres directement sous le temple. C'est alors qu'apparut le fait crucial, celui qui donne tout son sens à l'histoire. Ce tunnel ne s'était pas simplement effondré et comblé avec le temps. Les habitants de Teotihuacan l'avaient scellé intentionnellement. Il y a environ 1800 ans, on a rempli le passage de boue, de pierre et de débris de bout en bout, non pas pour l'abandonner, mais pour le steller,
protéger et dissimuler ce qui avait été placé à son extrémité. Quelqu'un voulait que ce tunnel soit fermé, et si hermétiquement qu'il le reste pendant toute la durée de l'Empire romain et même au-delà. Et tandis que Gomez et son équipe passaient des années à vider minutieusement ce remblai, saut après saut, ils commencèrent à comprendre ce qui avait été si soigneusement caché. Les offrandes se comptaient par dizaines de milliers. Plus de 75 000 objets, chacun placé avec une intention délibérée. Du jade provenant de ce qui est aujourd'hui le Guatemala, des coquillages en spirale ramenés des lointaines côtes caribéennes, des os de jaguar, des lames d'obsidienne, des balles en caoutchouc sculptées semblables à celles utilisées dans le jeu de balles sacrées, des masques en bois incrustés de jade et de quartz, des dents de crocodile en pierre verte, une boîte remplie d'ailes de coléoptères. Ce n'étaient pas des déchets jetés dans un trou, c'était une accumulation de trésors provenant de tout un continent, disposés comme un don. Puis, tandis que l'équipe s'enfonçait plus profondément vers les trois chambres, les parois elles-mêmes se mirent à scintiller. Ce scintillement n'était pas un hasard, il avait été conçu. En examinant les parois et le plafond de la partie la plus profonde du tunnel, l'équipe découvrit que la roche avait été saupoudrée d'une fine poudre de magnétite, de pyrite et d'hématite, des minéraux broyés et incrustés dans la surface afin que tout le passage capte et diffuse la moindre lueur. Gomez a décrit cet effet en dévissant une simple ampoule et en laissant le faisceau lumineux effleurer la paroi. La pyrite s'anime alors, scintillant dans l'obscurité comme une constellation d'étoiles lointaines. Il y a 1800 ans, parcourir ce tunnel à la lueur d'une torche aurait donné l'impression de se déplacer non pas sous terre, mais sous un ciel nocturne enfoui dans la terre. Dispersés dans ce paradis artificiel, se trouvaient des centaines de petites sphères, de la taille d'une bille à celle d'une orange. Chacune était constituée d'un noyau d'argile enveloppé d'une peau de jarosite, formée de pyrite oxydé. Et lorsqu'elles étaient neuves, elles auraient brillé comme de l'or poli. Nul ne sait à quoi elles servaient. L'archéologue George Cowgill, l'une des plus grandes autorités sur cette cité, affirmait sans embâche que ces sphères étaient uniques, différentes de tout ce que l'on a pu trouver ailleurs, et qu'il ignorait leur signification. Elles le restent. Un mystère sous la forme d'une centaine de sphères dorées disparut dans l'obscurité. Et puis, tout au bout, les trois chambres. À l'intérieur, les bâtisseurs avaient construit un paysage miniature, de minuscules montagnes et vallées modelées à quelques 17 mètres sous la surface, et dans les creux de cette maquette, ils avaient versé du mercure liquide, formant des bassins d'argent scintillant qui figuraient des lacs et des rivières. Non loin de là se dressaient 4 statues sculptées dans une pierre verte, vêtues de vêtements et de perles. Leurs yeux, jadis sertis de minéraux qui captaient la lumière, étaient encore à leur place d'origine, légèrement inclinés en arrière, le visage penché comme si elles contemplaient le point précis où, selon la croyance attestée de ce peuple, les 3 niveaux de l'univers étaient censés se rejoindre. En rassemblant tous ces éléments, la réponse à la question se précise. Ce que Teotihuacan a scellé sous son temple n'était pas un trésor d'or, ni un coffre-fort rempli de richesses à protéger. C'était une maquette du cosmos lui-même. Un ciel d'étoiles artificielles au-dessus, une rivière de mercure en dessous, un paysage de montagnes et d'eau, et des figures veillant sur le centre de la création. Les bâtisseurs avaient puisé dans la terre et construit une réplique fonctionnelle de leur univers tout entier, puis ils en avaient refermé la porte et s'étaient éloignés. Ce n'était pas un trésor à conserver. C'était un message sur tout ce qu'ils croyaient savoir du monde. Mais au-delà des chambres scintillantes, au point le plus profond du tunnel, il reste encore 3 salles. Et là, au seuil de la dernière, Gomez s'arrêta. Il s'arrêta en partie à cause du mercure. Lorsque la découverte de ces bassins d'argent fut annoncée en 2015, elle suscita bien plus qu'une simple curiosité, car le mercure était extrêmement rare dans le Mexique ancien. Il ne se trouve pas à l'état liquide dans le sol. Pour l'extraire, ces gens devaient extraire le cinabre, le minerai rouge et le chauffer jusqu'à ce que le métal s'en écoule.
Un processus difficile et dangereux qui rendait chaque goutte précieuse. Le mercure, réfléchissant comme un miroir, était, dans la vision du monde méso-américaine, lié au surnaturel, au seuil scintillant des enfers. Inonder une chambre secrète de mercure revenait à dépenser une fortune pour quelque chose qu'aucun œil vivant n'aurait jamais dû voir. C'est cette extravagance qui explique pourquoi certains archéologues pensent que le mercure marque l'entrée d'une tombe, car Teotihuacan recèle une absence criante. Cette cité fut l'une des plus puissantes du monde antique, gouvernée pendant des siècles par de puissants rois, et pourtant, en plus d'un siècle de fouilles, aucun tombeau de souverain n'y a jamais été découvert, ni portrait de roi, ni nom royal. Là où les Mayas nous ont légué les visages sculptés et les tombes scellées de leurs seigneurs, Teotihuacan a laissé le silence. Ainsi, lorsqu'un tunnel scellé, rempli de trésors et traversé par une rivière de mercure, coule sous le temple, la tentation est grande de croire qu'un roi y repose enfin. Mais l'honnêteté exige de considérer les deux aspects de cette question. Certains érudits interprètent ces dernières chambres comme l'entrée du tombeau d'un souverain, la tombe disparue qui réécrirait l'histoire de la cité. D'autres appellent à la prudence. Même si des restes humains y étaient découverts, argumente-t-il, cela ne changerait rien. Le défunt pourrait être un prêtre, une victime sacrificielle, une figure sainte parmi d'autres, ou bien le tunnel tout entier pourrait être exactement ce qu'il paraît être, une maquette des enfers, un cosmogramme, jamais conçu pour abriter un corps. La vérité est que personne ne le sait encore, et personne ne peut promettre ce que renferment ces dernières chambres. Et cela nous amène à l'aspect le plus étrange de toute cette histoire, celui que le titre suggère. Ces dernières chambres n'ont pas été ouvertes. Il ne s'agit ni d'une malédiction, ni d'un complot. L'explication est simple et pragmatique. Au-delà des chambres scintillantes, le tunnel plonge sous la nappe phréatique. Les chambres les plus profondes sont gorgées d'eau, inondées, leur contenu fragile et saturé, et les fouilles, par essence, sont destructrices. Sortez de terre un objet qui a reposé dans ces eaux obscures pendant 10 siècles, et vous risquez de le perdre en une seule saison. Le choix a été fait de ralentir, de stabiliser, de préserver, plutôt que de foncer tête baissée. L'intérieur de la grande pyramide du Soleil n'a jamais été entièrement ouvert non plus, pour une raison similaire. Certaines portes restent volontairement fermées, et dans ce silence délibéré, comme toujours, le mythe s'est engouffré. Vous avez probablement vu ces vidéos. Un tunnel sous une pyramide mexicaine, et à l'intérieur, selon la légende, une figure sculptée avec le crâne lisse et les yeux creux d'un extraterrestre, ou un disque de pierre finement ciselé qui ressemble indéniablement à une soucoupe volante. Ces vidéos ont circulé sur Internet pendant des années, chaque nouvelle version renforçant un peu plus la croyance. Ici, la vérité s'impose. Ces objets ne proviennent pas de ce tunnel. Les images intégrées à ces vidéos ne proviennent absolument pas des profondeurs du temple du serpent à plumes, et aucun artefact de ce genre n'a été extrait de la Terre ici. Cette version est une fiction, amassée en ligne et greffée sur une véritable découverte jusqu'à devenir quelque chose qu'elle n'a jamais été. La même prudence s'applique à une affirmation plus discrète selon laquelle le mercure contenu dans les plaques de minéraux scintillants indiquerait l'existence d'une machine antique, d'une centrale électrique enfouie, d'une source d'énergie que le vieux monde n'était pas censé posséder. Les personnes qui fouillent réellement ce site affirment le contraire. Le mercure et le mica avaient une signification en Mésoamérique, mais cette signification était rituelle, non électrique. Ils étaient des miroirs du monde souterrain, non des composants d'un générateur. Dépouillés des extraterrestres inventés et des machines imaginaires, ce qui reste n'a besoin d'aucun embellissement. Un peuple disparu a construit une maquette fonctionnelle de l'univers dans l'obscurité, a fait couler un fleuve de mercure sous un ciel d'or factice et l'a scellé. Voilà la réalité, et elle est plus étrange que n'importe quelle fantaisie qui a été greffée. Et puis, après avoir construit tout cela, ils l'ont perdu. Vers l'an 550, le cœur cérémoniel de Teotihuacan a été délibérément brûlé. Les grands temples qui bordaient l'avenue centrale furent incendiés et détruits.
dans ce qui semble être un acte de destruction unique et intentionnel. L'identité des responsables reste un mystère. Certains chercheurs évoquent une invasion ennemie venue d'au-delà de la vallée. D'autres interprètent les preuves différemment et soutiennent que l'incendie était d'origine interne, une révolte des habitants contre leurs dirigeants qui les avaient si longtemps dominés. D'autres encore pointent du doigt la sécheresse et les mauvaises récoltes, un long épuisement des ressources alimentaires qui aurait fragilisé la société bien avant l'embrasement. La cause est controversée, mais le résultat, lui, ne l'est pas. En 2 siècles, la plus grande cité des Amériques était désertée. Pendant 1000 ans, elle resta silencieuse et à demi enfouie, jusqu'à ce que les Aztèques découvrent ses ruines et, incapables d'imaginer que de simples mortels les aient érigées, concluent que les dieux en étaient responsables et sanctifient la cité morte. Rire. C'est là que réside toute l'étrangeté de cette histoire. Le peuple qui a bâti Teotihuacan, qui a transporté des trésors de tout le continent dans un tunnel et modelé le cosmos sous terre, a disparu si complètement qu'il n'a laissé ni nom, ni langue déchiffrable, ni visage certain. Il n'a laissé que ce qu'il a enfoui et la montagne sous laquelle il l'a recouvert. Alors, réfléchissez à ce que ce peuple sans nom a réellement accompli. Il a érigé une montagne de pierre au-dessus d'une grotte, scellé une rivière de mercure et un ciel d'or factice dans l'obscurité, et placé 4 figures vertes à contempler à jamais le centre de l'univers. Puis il a fermé la porte et laissé la terre l'engloutir. Et aujourd'hui, la science moderne se tient à ce seuil, munie de cartes radar, de robots, de tous les outils nécessaires pour pénétrer dans la dernière chambre submergée, et elle choisit d'attendre. Elle parie qu'une génération future pourra déchiffrer ces salles sans les détruire. Il y a là une étrange ironie. Un peuple incapable d'écrire son nom a pourtant transmis un message à travers 1800 ans, et nous pouvons tenir leurs offrandes entre nos mains sans pouvoir les déchiffrer. Je vous laisse donc méditer sur cette question. Faut-il ouvrir la dernière chambre ou certains secrets doivent-ils rester enfouis? À la prochaine et continuez d'explorer.